Que s'est-il passé lorsque ce milliardaire a laissé sa fille malade dans les montagnes? Découvrez-le ici. Note, cette histoire est une fiction. La salle brillait comme un bijou. Des lustres déroulaient des cascades de lumière. Des serveurs en noir glissaient entre les convives. Des toasts s'élevaient et s'éteignaient sous des applaudissements calculés. Au centre de tout, sur une estrade basse, Lennox Drayton souriait. Il avait ce sourire poli qui convenait aux photographes, la mâchoire dure qui commandait les conseils d'administration, et depuis des années, l'air d'un homme qui savait transformer le deuil en réputation. Sa fondation venait de récolter des millions pour les enfants vulnérables des zones rurales. On parlait de sa générosité avec des mots polis et des chiffres ronds. 2 millions de dollars figuraient à la une du communiqué de presse, un montant évoqué avec fierté mesurée et phrases bien ciselées. La caméra coupa. Une image, plus vieille, remonta à la surface de la mémoire collective. Il était 15 ans plus tôt. La neige avait la même blancheur implacable, mais la scène était dépouillée de tout vernis. Une fillette de 7 ans grelottait, recroquevillée au bord d'un sentier que la bise transformait en lame. Son cardigan était rouge. Le rouge était une tache contre la brume, une petite serpe de couleur dans la monochromie. Elle respirait difficilement. Son cœur, fragile, battait sans cadence sûre. Elle avait le souffle court, la peau bleutée aux lèvres. Elle tenait à la main une photographie froissée. Une femme blonde à la tempe, un homme en costume souriant. Les bords de la photo étaient usés, comme si on l'avait serré jusqu'à en effacer les mots. Personne ne remarqua la fillette longtemps. Personne, sauf Elias Rowan. Elias avait fait de la montagne son métier et sa misère. Il connaissait chaque racine qui renversait une chaussure, chaque trou où l'eau s'accumulait et laissait le gel. Ce jour-là, il était rentré de son chantier, trempé jusqu'aux os, quand il l'avait trouvée assise comme une pierre abandonnée. Il n'avait pas douté. Il ne s'était pas arrêté pour parler de morale ou de légalité. Il avait pris. Il avait enveloppé ses épaules maigres dans son propre manteau, l'avait portée jusqu'à son camion, et l'avait conduite à l'hôpital le plus proche. Le personnel n'était pas tendre. Il connaissait la misère et avait appris la froideur administrative. L'enfant arriva sans papier. Le diagnostic fut un mot court. Cardiomyopathie congénitale, un cœur qui ne sait pas rester calme. Les médecins parlèrent de scans, d'interventions, de listes d'attente. Ils parlèrent aussi d'argent, parce que même la compassion se heurte au coût des valves, aux cathéters, aux nuits d'observation. Elias vendit ses outils. Il emprunta. Il mendia quelques paiements. Il prit un travail supplémentaire dans l'entrepôt du village. À l'hôpital, l'enfant appuya la photo contre sa poitrine comme une amulette. Elias remarqua ce geste et décida d'y répondre avec la seule chose qu'il avait à offrir. Un nom. Sky, murmura-t-il, comme on murmure une promesse. Il se vit déjà pour elle, plus que le hasard d'un rencontre, un père improvisé, le gardien de cette fragilité. Il dit que c'était la sienne. Il signa des formulaires au besoin, fit des explications courtes qui masquaient de longues absences. Il ne protesta pas quand on lui demanda l'identité des parents. Il la tenait et la couvait, et chaque fois qu'il souriait devant les infirmières, il mesurait la fragilité d'une vérité qu'il ne dit pas encore. L'ombre d'un autre homme traversa la salle comme une autorisation. Lennox Drayton fut informé, par des fils et des courriers qu'il avait appris à manier, qu'une fillette, appartenant à sa famille, avait été trouvée. L'annonce officielle fut brève et dépouillée. Après un accident tragique, la famille Drayton annonce le décès de sa fille. Le communiqué entra dans les rédactions comme un bloc de béton. Les journalistes reprirent à la formule, et Lennox reçut une avalanche de condoléances et, surtout, une assurance vie. Un chèque de 2 millions de dollars destiné à alimenter la fondation et à couvrir ce que l'on s'accordait à appeler les frais. Elias sut que quelque chose clochait. On vint frapper à sa porte un soir, avec des vêtements propres, une politesse froide et une enveloppe scellée. L'homme qui portait l'enveloppe était en costume plus qu'en personne. Il ne regarda pas Elias. « Vous avez fait quelque chose d'inattendu, » dit-il doucement. « Il y a eu des complications. L'homme que vous avez évité,
Nous avons besoin que cela reste simple. Prenez ceci et partez. L'enveloppe contenait 7000 $. C'était une somme énorme pour Elias, assez pour payer les opérations de Sky pendant des mois, pour sécuriser des rendez-vous, pour acheter des médicaments qu'il n'aurait jamais pu se permettre autrement. C'était aussi une promesse tacite. Garde le silence, éloigne-toi, fais croire que tout est terminé. Il prit l'argent. Il prit surtout la décision de ne pas rendre Sky à ceux qui avaient prétendu appartenir à sa famille. Il y avait une violence froide dans l'offre, une manière de transformer une responsabilité en un acte comptable. Elias la sentit comme une main qui cherchait à fermer la fenêtre sur la vérité. Il refusa que la fillette soit une statistique sur le bilan d'une entreprise. Il prenait 7000 $, certes, mais il s'engageait à la garder, à lui donner un nom et une histoire. Ce compromis faisceau d'amitié et de culpabilité fut le premier secret qu'ils partagèrent. Le mensonge fut cousu sans fioriture, pratique comme une couverture mending. Elias écrivit un nouveau prénom sur les dossiers, inventa une généalogie misérable et fit croire au registre qu'il était le tuteur. Il garda la photo, celle qu'elle serrait, dans un tiroir, comme on cache un aveu. Il garda surtout le cardigan rouge. Parfois, quand la nuit devenait trop lourde et que l'électricité claquait, Elias sortait le cardigan et le sentait entre ses mains, se demandant si le tissu, un jour, passerait pour preuve ou pour accusation. Sky grandit dans cette vérité amortie. Ses journées furent des trajets entre la maison au mur qui menaçait de s'effondrer et l'hôpital municipal. Les médicaments régissaient son adolescence. Les rendez-vous rythmaient les saisons. L'argent trouvé dans l'enveloppe passa dans des comptes bancaires anonymes, dans des pochettes marquées « Soins ». Les factures n'étaient jamais terminées. Chaque consultation coûtait une somme. Chaque examen la repoussait un peu plus loin de la normalité que d'autres enfants tenaient pour acquise. Le temps ne soigna pas. Il obligea. Sky apprit à estimer la respiration. Elle apprit à mesurer les escaliers, à éviter les efforts qui faisaient vaciller sa poitrine. Elle sut qu'une montée rapide pouvait la laisser prostrée, haletante, avec ce goût ferreux à la langue. Elle apprit des gestes pratiques, des choses que les livres ne disent pas. Poser sa main sur le sternum lors des sensations étranges, appeler Elias si l'air manquait. Elias, lui, se transforma en mécanique de survie. Il travaillait plus, dormait moins, mangeait moins. Il vendit la vieille télévision, emprunta contre sa camionnette. Il prit tous les boulots qu'on lui proposait, un déplacement de pierres aujourd'hui, un tri de palettes demain, et chaque pièce payée termina souvent dans un sac où « soin » était griffonné à la hâte. Paradoxalement, la précarité rendit Sky curieuse. Elle n'avait pas la sécurité d'une enfance tranquille, mais elle avait des interruptions. Les veillées autour du poêle, les histoires gribouillées sur le coin d'une table, les brefs instants où Elias, fatigué, lui lisait des passages de vieux livres cliquetants. Elle adorait les images, les détails. Elle tenait la photo originelle comme un trésor interdit. Elle caressait le visage de la femme blonde et le sourire de l'homme en costume comme s'ils étaient des clés. Elle se demandait pourquoi le monde s'était arrangé pour effacer ce visage d'elle. Ces questions fermentaient en une détermination sourde. À l'école, on remarquait parfois ses absences. Les professeurs compatissaient et disaient qu'elle avait des problèmes de santé. Les autres enfants la regardaient avec une curiosité mi-soucieuse, mi-intrigante. Sky apprit à répondre par des sourires mesurés. Elle ne parlait pas de la photo, mais à l'intérieur, elle dressait des hypothèses, tissait des liens entre événements, comme si l'espace de son ignorance était une trame qu'elle pouvait, patiemment, broder. Un soir d'hiver, alors qu'elle avait 15 ans, la découverte survint. Le manteau d'Elias, qu'il portait toujours malgré l'usure, pendait encore à un clou près de la porte. Sky fouilla par habitude. Elle cherchait simplement une pièce de plus, un talisman, un peu de chaleur. Ses doigts tombèrent sur une enveloppe qui n'avait jamais été montrée. Le papier avait vieilli. À l'intérieur, une pile de documents. Quelque chose ressemblant à un communiqué de presse grinçant, un reçu bancaire et, au sommet, une photocopie d'un certificat scellé qui portait un cachet et un grand trait officiel. Déclaration de décès.
Son regard passa sur la ligne où, en tout petit, une somme était mentionnée. 2000 dollars. Et quelque part, presque effacé par l'encre, un nom qu'elle connaissait comme un brouillard. Drayton. La première sensation fut physique. Sa poitrine se serra, non seulement à cause du cœur qui l'avait rendu vulnérable, mais comme si la pièce prenait la forme d'une cage. Sa main trembla. Elle lissa le document, le rapprocha de la lampe, lut encore. Les chiffres étaient clairs, les dates moins. Il y avait des signatures. Il y avait des mots qui semblaient mentir ouvertement en regardant la petite écriture de son père adoptif. Sky comprit, avec la précision glacée d'une lame, que quelqu'un avait officialisé sa mort pendant qu'elle était, littéralement, le corps qui respirait dans la maison. Elle confronta Elias ce soir-là. Ses mots n'étaient pas furieux. Ils étaient mesurés, comme si chaque phrase devait être calibrée pour ne pas faire éclater quelque chose de fragile. « Pourquoi m'as-tu caché ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Elias baissa la tête. Sa voix se fendit sur la première respiration. Il parla de culpabilité, de peur, de menaces voilées, de l'enveloppe qui avait brûlé ses poches et qui avait permis, en même temps, de garder Sky en vie. Il dit qu'il avait pris l'argent quand il n'avait pas su comment autrement la protéger. Il dit qu'il avait fait un choix, la sécurité immédiate de l'enfant, malgré le mensonge. Il expliqua que Lennox, s'il portait un costume, n'était pas d'abord un monstre, mais un homme qui, face à la peur d'un scandale, avait choisi la route la plus froide. Une déclaration, un chèque, une histoire. Elias parlait et ses mains tremblaient au souvenir du papier. Il avait voulu aider. Il avait fini par être un complice, parce que rester neutre n'était pas une option viable quand la vie d'une fillette était en jeu. La colère de Sky était lente et froide. Elle l'était plus contre le système que contre la misère d'Elias. Il y avait, derrière ces mots, une sensation d'avoir été vendu par les mots d'un pouvoir qui sait comment neutraliser l'empathie. Mais la gratitude restait. Elle vivait, après tout, parce qu'il l'avait portée, soignée, cachée. La reconnaissance et la rancœur se mêlaient en une chose complexe qu'aucune colère ne résolvait. Les années suivantes, Sky se transforma en une enquêteuse qui ne savait pas encore comment le dire à voix haute. Elle construisait des hypothèses entre les cours, fouillait les archives de la petite bibliothèque municipale quand les autres élèves rentrèrent chez eux. Elle apprit à lire les rubriques financières de vieux journaux, à noter les noms qui revenaient sans cesse. Lennox Drayton figurait parmi ces noms, accompagné de son sourire policé et des mentions de philanthropie. Elle apprit que la Fondation pour les enfants avait été lancée la même année que le prétendu décès. On faisait des conférences, on posait des plaques, on souriait à la télévision. Sky remarqua aussi des détails plus infimes. La photo qu'elle tenait n'était pas seulement la mémoire d'une famille. Elle avait, dans un coin, un tampon à peine visible, celui d'un studio photo d'une petite ville voisine. Elle nota l'adresse. Parfois, elle dit au hasard un nom au téléphone de la bibliothèque et demanda si on avait des archives d'anciens catalogues. Elle savait que la vérité n'était pas un coffre-fort, mais une suite de portes mal fermées. Elle commença à ouvrir toutes celles qu'elle pouvait atteindre. Il y eut des nuits où les crises cardiaques griffèrent la maison comme un vent de panique. Elias s'effarait, courait aux urgences, appelait le médecin. Sky sentit la terre se dérober sous ses pieds, et dans ces moments de vulnérabilité, la volonté de connaître la vérité devint moins un luxe que la condition de son propre soin. Connaître pour elle était aussi une manière d'anticiper, de contrôler, de ne pas se laisser surprendre. La connaissance devenait une forme de remède, même si elle ne guérissait pas le muscle fatigué de son cœur. Le cardigan rouge fut un pont constant entre les époques. Parfois, Sky le portait comme une armure fragile. Parfois, elle le conservait comme un message que quelqu'un, autrefois, avait pris soin d'elle. Quand elle lut le certificat, quand elle trouva l'enveloppe, quand elle se confronta à Elias, le tissu semblait pulser sous ses doigts, comme si le temps y avait laissé une cicatrice. Elle le portait une nuit d'hiver pendant qu'elle feuilletait les archives, et elle le rangeait le matin en ayant l'impression d'enfermer une preuve au creux de son armoire. La curiosité devint méthode. Sky apprit à poser des questions douces, mais persistantes. Elle se fit embaucher à temps partiel dans une archive municipale, classant des dossiers,
apprenant à repérer les modifications et les signatures. Elle sut attendre les minutes où les registres publics étaient oubliés, et où la poussière sur les étagères n'avait pas encore été soufflée. Chaque petit détail ajoutait une pièce au puzzle. Un nom reconduit, une date qui ne correspondait pas, la mention d'un paiement qui, mal retranscrite, révélait un flux d'argent. Elle notait tout dans un carnet, une écriture nette et tendue. La première grande découverte concrète arriva un matin de printemps, alors que le soleil commençait à désigner l'avenir dans des tons doux. Sky tomba sur une coupure de journal, pliée dans la marge d'un dossier. Le titre parlait d'une toquade médiatique. Lennox Drayton avait inauguré une clinique mobile, en mémoire d'une fille disparue. La photo montrait Lennox devant un bus peint en blanc. Une plaque de marbre au nom de Lila Drayton. Un nom qui ne figura nulle part dans les documents qu'elle avait tenus entre ses mains. Mais la bibliographie de l'article citait un don substantiel, 2 millions de dollars, et mentionnait en note de bas de page une procédure d'assurance. Les mots s'alignaient. La logique froide était là. Le don, le chèque, le communiqué. Elle prit une copie, la glissa dans sa poche et sortit dans la lumière qui brûlait déjà les derniers restes de gel. La ville respirait, indifférente. Les immeubles semblaient ignorer les secrets, mais elle sentit la distance qui la séparait de la vérité se réduire, goutte à goutte, comme si l'eau dissoudrait le ciment d'un mur. Les années de travail et de silence faisaient aussi que Lennox ne s'attendait pas à revivre ce passé. Il construisait une image de bienfaiteur. À la télévision, il parlait de responsabilité sociale et d'investissement dans la jeunesse. Il apparaissait entouré d'enfants souriants et de médecins, en costume impeccable. On citait 2 millions de dollars avec une ponctuation admirative. Personne ne cherchait à l'associer à une erreur massivement humaine. On acceptait le récit officiel, parce qu'il était net, parce qu'il rendait l'histoire tolérable. Sky, cependant, savait regarder une image comme on scrute une plaie. Elle voyait l'artifice, l'outil. Elle savait que les grandes donations assombrissent les soupçons en les rendant nobles. Que faire quand la vérité se cachait derrière la philanthropie? Comment traduire des fragments en preuves? Elle commença à lister, méthodique, tout ce qui pouvait rendre l'accusation plausible. Témoignage de l'hôpital, facture médicale, un certificat de décès dont la date ne coïncidait pas, la trace bancaire d'un dépôt de 2 millions de dollars au nom d'une fondation récemment créée, des photos de Lennox près d'un bus sur lequel figurait une plaque au nom d'une fille qui ne semblait exister que dans les communiqués. En secret, Sky fit une promesse. Elle irait jusque-là. Mais cela ne signifiait pas qu'elle désirait vengeance. Elle voulait vérité. Elle avait compris, au fil des ans, que la colère détruit souvent ce qu'elle prétend protéger. Elias, malgré ses silences, malgré le compromis des 7 000 dollars, représentait une humanité qu'elle n'était pas prête à sacrifier. Son plan devait être précis, propre et, autant que possible, éviter d'user d'une violence qui ne guérirait rien. Elle souhaitait voir la responsabilité reconnue, que les comptes soient faits et que ceux qui avaient les moyens rendent justice à ceux qui n'avaient que la vie brisée à faire valoir. Les premiers pas furent discrets. Elle se fit des alliés mineurs, une bibliothécaire qui connaissait les coupures, un jeune journaliste d'un hebdomadaire local qui s'intéressait encore aux reportages faits à l'ancienne, et une infirmière retraitée qui se souvenait d'un petit visage dans une chambre au lit froid. Ils ne savaient pas tous à quel point leurs morceaux de mémoire, mis bout à bout, formeraient bientôt une mosaïque dangereuse pour quelqu'un qui croyait que le silence s'achetait. La vie, toutefois, ne se prêtait pas entièrement à l'intrigue. Les crises cardiaques survenaient, parfois, sans prévenir. Sky apprit à différer le moment, prendre un sirop, dormir avec un oreiller propre, éviter les situations où l'anxiété augmenterait son rythme cardiaque. Ces stratégies étaient des routines d'autoprotection, mais elles ne faisaient qu'acheter du temps. Elias vivait dans l'ombre de la peur, et Sky dans l'ombre de la connaissance. Chaque fois qu'elle progressait dans ses recherches, elle sentait l'angoisse la heurter comme un mur. C'est au cours de ces années que Dratek, la société de Lennox, commença à apparaître comme un nœud. Dratek n'était pas simplement une entreprise technologique. C'était un empire qui touchait tout.
de la biotechnologie aux contrats hospitaliers. Les panneaux qui portaient son nom surgissaient dans les quartiers d'affaires et sur les panneaux des conférences. Sky apprit ce mot comme on apprend un adversaire. Dratec. Le nom possédait une froideur industrielle, difficile à saisir mais impossible à ignorer. Elle n'avait alors aucun plan précis pour pénétrer ce monde. Mais elle le savait. Pour atteindre la vérité, il faudrait comprendre les mécanismes qui avaient permis à une histoire de mort proclamée d'être transformée en hommage philanthropique. Il faudrait des documents officiels, des signatures, des traces bancaires. Et pour cela, il faudrait entrer dans l'enceinte où ces choses s'organisaient. Le récit s'arrêta là, pour un temps, à la frontière entre l'ombre et la lumière. Sky, maintenant une jeune femme aux épaules plus droites, sentait le poids du passé et la poussée d'un avenir qu'elle refusait de subir. Elle avait le cardigan dans un sac, l'enveloppe photocopiée dans un tiroir, la promesse dans la gorge. Elias préparait silencieusement des interventions, continuait à travailler et lui prêtait ses mains et ses veilles. De l'autre côté, Lennox Drayton méditait ses discours caritatifs, sans savoir que la petite fille enveloppée d'un rouge persistant réfléchissait à la manière de ramener le passé dans la lumière. Avant d'engager sa principale action, Sky prit une décision mesurée. Elle chercherait un emploi, pas pour voler mais pour appartenir à un espace où l'on pouvait apercevoir les mécanismes. Elle s'inscrivit à une offre d'emploi chez une des filiales de Dratec, non pas au siège, mais à un programme de coordination où le personnel n'était pas toujours trié sur le volet. C'était une entrée discrète, une porte d'air qui permettrait peut-être de respirer les mêmes couloirs, d'entendre des conversations, de capter des bribes. Elle écrivit son CV avec un soin presque cérémonial, n'omettant rien d'essentiel et tout d'utile. Elle présenta des références faibles mais honnêtes, la bibliothécaire, le jeune journaliste, l'infirmière, et attendit. L'attente prit la forme d'une tension douce. Chaque matin, elle vérifiait son courrier, ses courriels. Elias, quand il la voyait tendue, lui posait des questions brefs, réparait une ampoule, ramenait du pain. Il était devenu le gardien d'une maison qui contenait plus de secrets que de meubles. Le téléphone finit par sonner. Une voix polie, presque curieuse, expliqua qu'il souhaitait la rencontrer. Sky sentit un froid qui n'était pas seulement dû à l'air du printemps. Elle porta le cardigan, comme si le tissu pouvait conférer une sorte de courage. Le trajet vers l'entretien fut une narration silencieuse. Elle revoyait la fillette dans la neige, Elias priant le destin de lui donner une chance, la main tremblante qui avait signé des formulaires. Si elle entrait chez Dratec, ce ne serait pas pour jouer un rôle, ce serait pour regarder. L'entretien, dans un local impersonnel, se déroula selon les règles du monde qu'elle entendait examiner. On parla de compétences administratives, d'organisation, de capacité de communication. On ne posa pas de questions personnelles. Pourtant, en sortant, elle sut qu'elle avait franchi une barrière. On l'avait acceptée comme une potentialité. Elle avait franchi la rive. Le monde de Lennox Drayton à présent était à portée d'oreille. La suite, elle le pressentait comme un sentier qui se déploierait sous ses pas. Elle ne se livrait pas à des plans de vengeance. Elle voulait que la vérité advienne. Elle voulait que la comptabilité morale du passé se fasse visible, que les 2 millions apparaissent pour ce qu'ils étaient, et que les 7 000 $, cet argent sale et salvateur, soient mentionnés dans une histoire qui rendrait justice non pas par la haine, mais par la reconnaissance des torts. La montagne restait toujours en arrière-plan. La clairière où elle avait été trouvée, le sentier balisé qu'on pouvait suivre pour revenir au point de départ. Le même paysage, 15 ans plus tard, attendait peut-être une confrontation. Sky prépara ses dossiers, Elias réparait son camion, et la philanthropie de Lennox continuait d'orner les pages des magazines. Ce soir-là, Sky posa la photo sur la table, regarda le cardigan rouge suspendu à la chaise. Sa respiration se calma, aussi basique que la nécessité d'un infirmier qui stabilise un patient. Elle prit une décision qui n'était ni douce ni violente. Elle irait jusqu'au bout de la vérité, et elle déciderait, le moment venu, ce qu'il fallait faire de l'argent qui avait été retiré de sa vie et estampillé comme un geste noble. Cette décision, plus que tout, lui rendit une forme d'autorité sur sa propre histoire.
Elle n'était plus simplement l'objet d'un arrangement signé par d'autres. Elle était, désormais, l'actrice principale d'une quête qu'elle conduirait avec la précision d'un scalpel. La montagne, silencieuse, sembla avaler cette résolution. De l'autre côté, dans les salons éclairés, un homme souriait encore, inconscient. Le fil ténu qui reliait ces deux mondes, jadis crevés, commençait à être retissé. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. Cette histoire se déroule dans un petit coin du monde, mais elle touche des thèmes qui parlent à tous. Sky franchit les portes vitrées de Dratek comme on entre dans un théâtre quand le rideau n'est pas encore levé. Prudente, attentive, prête à noter chaque détail. Les couloirs sentaient le neuf et le poli. L'air conditionné murmurait un confort que sa maison n'avait jamais connu. Elle apprit vite à marcher sans laisser de traces. Elle prit des notes sur de petites fiches, sur des serviettes de café, sur des coins de courrier. Elle observait les horaires des cadres, les horaires des navettes, la façon dont certains employés laissaient traîner des tasses sur des chariots et d'autres verrouillaient des armoires avec des serrures à code. Rien d'illégal dans ces gestes. Tout était, pour l'instant, une cartographie de la routine. Son poste la cantonnait aux heures creuses. Coordination de petites logistiques pour un projet communautaire que Dratek aimait mettre en avant. Elle allait à des réunions où l'on parlait de partenariat, de visibilité, d'impact. Elle apprit le nom des personnes qui gardaient les clés des archives, celles qui signaient les chèques, celles qui s'occupaient des messages de la fondation. Peu à peu, des visages et des habitudes se relièrent. Elle se fit des alliés, pas par manipulation, mais par conversation banale. Une pause café, un compliment sur une présentation, une remarque sur le mauvais café de la machine. Les humains, elle l'avait compris, laissaient des failles plus grandes que n'importe quel dossier verrouillé. Elle n'eut pas besoin de forcer une porte. Les documents commencèrent à apparaître parce que des erreurs se produisent toujours où l'on n'attend pas de fragilité. Un dossier envoyé au mauvais service, une photocopie oubliée sur une imprimante, une feuille annotée accrochée par mégarde à côté d'un panneau de réunion. Sky ramassait ses erreurs comme on joue au collectionneur. Elle photocopiait, photographiait avec son téléphone, notait les détails qui poissaient plus lourd que l'image. Un reçu bancaire mal libellé, une correspondance interne signée d'initiales inconnues, une note de frais qui faisait référence à une cérémonie commémorative et au nom d'une Lila Drayton. Chaque petit bout verrouillait une hypothèse. Elle trouva aussi des gens prêts à parler, pas par héroïsme mais par fatigue. Une assistante épuisée dont la mère travaillait à l'hôpital glissa une observation. On n'a jamais su pourquoi on a changé l'enregistrement. C'était la direction qui gérait. Un comptable lassé des audits laissa tomber que certains dons sont structurés de façon à passer comme des dépenses philanthropiques. Rien d'illégal à en entendre parler. La loi est souvent une langue de bois. Mais pour Sky, ces phrases formaient la trame d'un système qui avait rendu sa vie invisible. Elle prolongea ses recherches au-delà des murs lisses. Les registres publics, les archives municipales, les anciens articles, des actes de notaire poussiéreux. Elle traqua chaque mention où le nom de Drayton et des chiffres coïncidaient. Un jour, dans un dossier de police d'assurance, elle tomba sur une référence qui changea le ton de sa quête. Un numéro de police, une agence, une preuve de règlement. Elle ne sut pas tout de suite tout lire, mais le chiffre se détacha avec clarté. 2000 $. Le montant était noté comme une indemnité versée. La date correspondait à l'année où, selon les communiqués, la petite Lila serait morte. Cela ne prouvait pas tout, mais cela faisait basculer le mensonge vers l'ombrage d'un motif. Elle garda une part de méthode. Sky savait que la précipitation pouvait noyer la vérité. Elle prit des photos des lettres, demanda des copies officielles par les voies légales quand elles existaient, fit des demandes d'accès à l'information, et nota qui refusait et qui tardait. Elle apprit le nom d'un avocat de la fondation. Elle nota le nom d'un courtier d'assurance qui avait été, apparemment, dans la boucle. Elle chercha des connexions. Compte offshore, création de fondation, transfert entre sociétés. Les mots devinrent une cartographie qui menait vers une structure. Dratek, la fondation, l'assurance, le don. C'était une mécanique de réputation, et la réputation masque souvent une transaction. Dans tout cela, Elias fut le pilier discret.
Il observait sans intervenir, comme s'il avait accepté d'être l'ombre qui protège sans paraître. Il répare le camion quand il faut aller signer des formulaires. Il accompagne Sky aux consultations quand l'anxiété monte. Il se rend chez les pharmaciens pour récupérer un médicament coûteux. Mais lorsque la jeune femme lui parla d'aller plus loin, d'envoyer des courriers formels, d'approcher le journaliste local avec une piste, il sentit la faille grandir. La peur le tenaillait. Et si Lennox cherchait à reprendre ce qu'il avait pris? Et si la vérité détruisait leur fragile maison? Elias était loin d'être indifférent au poids moral de son acte. Il avait vécu avec la culpabilité du compromis. Il savait qu'il avait accepté $7 000 et que cet argent, en même temps, avait sauvé des mois de soins. Il craignait que sa confession publique ne transforme sa protection en trahison définitive. Mais il voyait aussi Sky changer de statut, passer de personne protégée à personne qui revendiquait sa propre histoire. Les deux réalités coexistaient, parfois contradictoires, parfois complémentaires. Elias choisit finalement d'être l'allié, non au prix du secret éternel, mais en gardant la dignité de ses actes. Il accompagna Sky, prêt à témoigner de ce qu'il savait, mais en faisant comprendre qu'il n'accepterait pas d'être réduit à un complice sans voix. La pression augmenta quand un jeune journaliste local, attiré par l'odeur du scandale, accepta d'écouter la piste que Sky lui proposa. Il n'était pas un grand reporter national, juste un homme avec un carnet, un regard curieux et un besoin de raconter quelque chose qui ait du sens. Ils se rencontrèrent sous la pluie, dans un café dont la moquette savait que les grandes histoires naissent souvent des souffles humbles. Sky lui montra les documents qu'elle pouvait partager sans franchir des lignes illégales. Photocopies, coupures de presse, notes. Elle restreignit sa communication aux preuves tangibles. Le journaliste sentit l'ampleur et comprit que, s'il voulait aller plus loin, il faudrait patience et méthode pour que l'affaire tienne en dehors d'une simple accusation. Dratek réagit comme le ferait toute organisation qui sent un orage lointain. Précaution, contrôle des flux, communication. Les messages que Sky intercepta, par hasard et par erreur humaine, révélaient un plan de communication pour une conférence. Un discours mesuré, des images, une répétition du récit. Lennox devait parler d'engagement, de devoir de mémoire, de la nécessité de financer des infrastructures de soins. Il devait incarner la justice incarnée par l'argent. Sky et son petit cercle décidèrent que l'heure n'était pas aux dénonciations sauvages. Ils voulaient une preuve incontestable, des témoins, des documents qui montreraient la trajectoire des fonds. Ils voulaient aussi éviter d'exposer Elias à un risque inutile. Ils organisèrent leur stratégie en 3 axes. Rassembler des documents officiels, certificats, preuves de transfert, trouver des témoins, personnel hospitalier, employés de la fondation, comptables, et obtenir un enregistrement déposé en lieu sûr qui put être présenté à la presse et aux autorités au moment opportun. Sky insista sur une chose, la transparence autant que possible, l'attaque judiciaire plutôt que la vindicte publique. L'un des fils cruciaux leur vint d'une initiative imprévue. Une ancienne infirmière qui avait soigné des enfants à l'époque se rappela d'avoir vu, un soir, une enveloppe quittant l'hôpital, une enveloppe portée par un homme en costume. Elle avait pris une note, par habitude, notant un montant. Elle finit par accepter de parler à condition d'anonymat, et confirma que quelqu'un avait proposé une indemnité pour clore l'incident, afin d'éviter des complications médiatiques. Ce témoignage, ordinaire et humble, ajoutait une voix qui ne pouvait pas se résumer à l'imagination d'une jeune femme. La presse commença à s'intéresser. Pas encore la grande machine nationale, mais des journalistes locaux qui, par leur réseau, contactèrent des confrères de la capitale. L'affaire prit un tour inattendu, quand un comptable de Dratek, fatigué de gérer les mêmes écritures, laissa filtrer une transaction vers une fiducie récemment créée. Les comptes montrèrent des transferts qui, mis bout à bout, formaient une trace. Pas de clavier d'ordinateur craqué, pas de documents obtenus illégalement, seulement des papiers rendus publics parce que quelqu'un avait lu au bon moment. Sky sentit les pièces se rassembler. La certitude qu'il existait une ligne directe entre l'annonce publique de la mort et l'arrivée des fonds sur les comptes de la fondation commença à s'imposer. Ils attendirent le moment opportun.
Sky savait que précipiter pouvait ruiner leur effort. Trop tarder pourrait laisser Lennox préparer sa défense. Elle choisit le jour où la Fondation inaugurait un nouveau centre mobile. Dratek organisait une retraite d'entreprise dans les montagnes. Une retraite qui se proclamait « connexion à la communauté ». Le lieu choisi par les organisateurs était la clairière où, 15 ans plus tôt, une fillette avait été trouvée. Pour Sky, cela relevait d'une ironie insoutenable. Pour elle, ce fut une occasion. La retraite fut annoncée dans les médias. Discours, photos, une nouvelle plaque. Lennox devait y prendre la parole. Sky prépara sa contre-offensive comme on prépare une opération délicate. Dossier en ordre, témoins prêts, copie de documents sécurisés chez le jeune journaliste et chez l'avocate amie qu'elle avait rencontrée en cours d'un de ses emplois. Elle prévint Elias de l'endroit et de l'heure. Elle lui demanda, avec une crainte teintée d'amour, de rester à ses côtés, non pour le spectacle, mais pour tenir la vérité entre leurs mains. Il y eut une nuit d'angoisse avant le jour. Sky ne dormit guère. Elle relut les documents, répéta des phrases, fit des listes. Elias resta assis dans la lueur d'une lampe, ses mains fendues par le travail, la respiration lourde. Il sortit le cardigan rouge, le posa sur ses genoux et le sentit comme une relique. Il sut, avec une affection qui le rongeait, que ce tissu avait permis à Sky d'être reconnue par elle-même. Il savait aussi que ce même morceau de laine serait présenté au monde comme preuve vivante d'une histoire que Lennox avait voulu enterrer. Le matin de la retraite, la montagne était claire. Un ciel sans nuages. La foule d'employés, de journalistes et d'invités convergea vers la clairière, décorée par des drapeaux, des chevaux de bois pour l'élégance corporate et des bancs alignés. Lennox s'avança, sourire calibré, salua et monta sur l'estrade installée dans l'herbe. Les caméras étaient prêtes. Les discours avaient été répétés. Tout était mis en scène pour transformer un point douloureux en un moment de catharsis publique. Sky se fraya un chemin parmi les invités. Elle n'avait pas prévu d'intervenir de suite. Son plan était de forcer une séquence, présenter des preuves qu'à la presse locale, appeler la police si nécessaire, et surtout, déclencher une réaction publique qui rendrait la fuite impossible. Elle avait prévu d'inviter un témoin à prendre la parole, une infirmière, et de remettre personnellement au journaliste la copie du certificat de décès, désormais reproduit et confirmé. Elle avait prévu surtout une confrontation décisive. Elle voulait que Lennox entende d'où venait réellement sa notoriété. Quand les applaudissements s'estompèrent, et que Lennox commença son discours de compassion, Sky sentit son cœur battre fort. Elle monta sur une souche prenant l'espace que l'estrade ne lui avait pas offert. Le murmure monta, puis devint un silence curieux. Elle ne cria pas. Elle parla d'une voix claire, que tous pouvaient entendre. Elle dit qu'elle était présente non pour profaner un souvenir, mais pour exiger une vérité. Elle sortit le certificat, le montra au soleil, et dit le nom qui avait été effacé. Ils ont dit que Lila Drayton était morte. J'étais la fille qu'ils ont déclarée morte. La stupéfaction fut immédiate. Les téléphones se levèrent comme une vague de verre. Les visages changèrent de couleur. Lennox, surpris, perdit l'équilibre d'un sourire qui connaissait trop bien la scénographie. Son regard chercha un appui. Il vit Elias, appuyé à l'orée de la clairière, tenant le cardigan rouge comme si c'était une bannière. Elias monta lentement, mécaniquement, ses pas lourds. Il avait promis qu'il dirait la vérité. Ce fut sa parole qui transforma l'onde. Elias parla avec une voix brisée mais ferme. Il raconta comment il avait trouvé une fillette dans la neige, comment il l'avait portée à l'hôpital, comment il avait pris une décision qui lui était apparue, alors, comme la seule possible. Il dit qu'on lui avait proposé une somme, $7 000, pour rester silencieux et éloigner l'enfant. Il dit qu'il avait accepté cet argent, non par convoitise, mais par nécessité, par peur et par le besoin d'assurer des soins. Il parla de la douleur de devoir mentir, de la honte qui le pèse encore, mais aussi de l'amour indéfectible pour la jeune femme qu'il avait appelée père. Sa confession ne fut pas un aveu dramatique, elle fut une déclaration de responsabilité humaine. Les mots qu'il prononça ne cherchaient pas à exempter Lennox d'avoir joué un rôle dans le scénario, mais il pointa la mécanique de pouvoir qui transforme les victimes en lignes comptables.
Puis il montra le cardigan rouge et le porta vers Lennox comme un témoin muet qui ne ment pas. Les caméras captèrent l'image. L'homme en costume regardant un tissu familier, le regard dérouté. La réaction fut en chaîne. Le journaliste local fit circuler le dossier photocopié du certificat de décès. D'autres témoins, présents à la retraite, se manifestèrent. L'infirmière qui avait parlé précédemment confirma ses souvenirs devant un micro. Des employés, mis sous pression, commencèrent à révéler des notes internes que Sky avait déjà réunies, corroborant le récit de transfert et de stratégie de communication. La police, déjà alertée par des appels, arriva rapidement. Les procureurs n'avaient pas encore tous les éléments, mais les autorités virent dans ce rassemblement une opportunité de formaliser des enquêtes. Une plainte fut déposée, des témoins furent priés de se présenter, des documents furent saisis. Lennox tenta d'abord de résister, de sourire, de rappeler son engagement philanthropique. Son avocat cria à la diffamation, mais la force d'une vérité assemblée réside dans sa capacité à résister aux contorsions. Les documents, le certificat de décès, les transactions, la note de $7 000 formaient un ensemble difficile à défaire. Sous le poids des preuves et de la pression médiatique, Lennox vacilla. Sa voix hésita. Son visage, habituellement impénétrable, s'affaissa d'une lassitude nouvelle. Il comprit que la scène publique ne lui offrirait plus qu'une sortie limitée. La journée se termina en tumulte. Les médias envoyèrent des équipes. Les réseaux sociaux firent le reste. Les enquêtes officielles furent ouvertes. Les procureurs mirent en marche des procédures pour déterminer la nature des transactions et la possible implication de Lennox dans une fraude d'assurance et des faux. Dratek publia un communiqué attendu qui parlait de coopération avec les autorités, de pleine collaboration et d'une volonté de transparence. Les mots, pourtant, n'effaçaient rien du spectacle de la clairière. La chute de Lennox ne fut pas instantanée. La justice n'est pas une machine de vengeance, mais un processus. Il y eut des perquisitions, des interrogatoires, des gardes à vue pour certains exécutifs. Les détails mis à jour au fil des semaines dessinèrent un schéma plus complexe qu'un simple coup de coffre. Des dossiers restructurés, des écritures financières qui avaient servi à camoufler des paiements et des clauses d'assurance exploitées pour un avantage d'image. La question centrale, avait-on sciemment déclaré une mort pour conclure une indemnité qui deviendrait un levier de réputation? Les procureurs mirent en avant la preuve d'une narration construite pour légitimer un don substantiel. Les avocats de la défense cherchaient à démontrer une erreur de gestion, des interprétations fautives et la bonne foi de certains acteurs. C'était l'ordinaire des bureaux où l'argent rencontre l'image. Dans le tumulte, Sky agit avec fermeté et humanité. Elle déposa sa plainte, fit part de ses demandes de réparation et, plus important encore, exprima son souhait. Elle ne voulait pas que l'argent devienne une revanche individuelle. Quand les premiers mouvements de restitution apparurent à l'horizon, des comptes gelés, des audits financiers, elle sut qu'une décision cruciale l'attendait. Accepter un chèque personnel n'effacerait pas le passé, et la douleur ne se mesurerait pas en dollars. Elle avait des dizaines d'ongans, traitements, consultations, réparation d'une vie quotidienne fragilisée. Mais elle pensa aux autres familles affrontant des coûts médicaux impossibles, à ceux qui n'auraient pas de voix. Elle choisit de transformer la manne potentielle en un levier de réparation collective. La décision fut annoncée publiquement. Si des fonds issus de ces transactions revenaient à la victime, Sky donnerait une part substantielle à la création d'un fonds destiné à aider les familles à couvrir les frais médicaux essentiels, à financer des consultations et à soutenir les services de transport vers les centres spécialisés. Elle en parla lors d'une conférence où la justice procédurale avançait. « L'argent ne me rendra pas mon enfance », dit-elle. « Mais il peut sauver d'autres enfants et alléger le poids des familles. » Son choix fut salué par certains et contesté par d'autres. Mais il parlait d'une réparation qui cherchait à être plus que compensation personnelle. Elias resta à ses côtés tout au long du procès médiatique. Il rendit des témoignages honnêtes. Il montra qu'il n'avait pas voulu nuire, que ses décisions avaient été prises dans l'urgence et l'amour. Il accepta la condamnation morale de son acte, le mensonge, la dissimulation,
mais demanda qu'on comprenne le contexte. La société, au fil des témoignages, apprit qu'il y avait eu une main tendue dans la neige, et qu'une autre main avait, plus tard, essayé de monnayer la douleur. Lennox fit face aux conséquences. Le chemin judiciaire le mena devant une enquête pour fraude et falsification de documents, entre autres chefs d'accusation possibles. Il y eut des négociations, des imputations, des accusations formelles et surtout une défaite symbolique. La réputation qu'il avait polie s'effrita. Ses discours furent remis en perspective. Son entreprise dut rendre des comptes. La chute fut lente et méthodique, et non spectaculaire. La loi prit son cours et la société observa. Pour beaucoup, la justice était l'aboutissement d'un long processus. Pour d'autres, la peine fut insuffisante. Mais le message fut clair. Le pouvoir monétaire n'absout pas de la responsabilité. À mesure que la poussière retombait, Sky fit un choix administratif. Elle créa, en partenariat avec des ONG et des structures hospitalières, un fonds qui s'appelait Clairière, en référence au lieu où sa vie avait basculé. Le fonds avait pour mission d'aider les familles confrontées à des coûts médicaux imprévus, d'offrir des bourses pour des consultations spécialisées et de financer des programmes d'accompagnement psychologique. Le geste fut documenté, transparent et soumis à des audits indépendants. Elle établit un conseil où figuraient des membres de la communauté, des professionnels de santé et des représentants d'associations. Son objectif n'était pas de se poser en sauveuse, mais de structurer une réponse responsable. La redistribution des sommes, quand elle se réalisa, ne transforma pas sa vie en compte. Elle garda une maison modeste. Elle garda Elias comme compagnon et parent adoptif. Sa maladie cardiaque resta une réalité médicale à gérer. Mais l'argent permit d'offrir une sécurité relative, consultations plus régulières, un réseau de spécialistes, une garantie de transport. Ces gains furent pratiques, concrets. Ils ne firent pas de miracle. Ils firent, simplement, une différence qui empêcha l'essoufflement d'être synonyme d'abandon. Sky revit parfois la montagne de loin. Elle n'y alla pas souvent. Quand elle y retourna, ce fut avec Elias, main dans la main, portant le cardigan rouge dans une boîte fermée. Ils allèrent à la clairière sans fracas. Ils déposèrent un petit panneau, non pour revendiquer une victoire, mais pour reconnaître que la vie peut prendre des détours et qu'il est possible parfois de tisser autre chose à partir du fil rompu. Ils posèrent des fleurs et restèrent un moment silencieux. Sky sentit que la douleur n'avait pas disparu. Elle s'était transformée. Elle avait désormais une autre forme, celle d'une mission. La société en tira des leçons ténues. Les reportages mirent en lumière la manière dont la philanthropie peut masquer des pratiques douteuses, et comment la presse, la vigilance citoyenne et la persévérance d'une personne peuvent dévoiler des arrangements malsains. Des réformes furent suggérées dans certains comités. Transparence des dons, audits indépendants pour les fonds d'origine douteuse, procédures plus strictes pour les annonces publiques liées à des décès, surtout lorsqu'elles ouvrent à des transactions financières. Les discussions s'installèrent, non comme des solutions magiques, mais comme une ébauche de garde-fous. La relation entre Sky et Elias trouva un nouvel équilibre. Ils ne parlèrent pas souvent de culpabilité, ils parlèrent davantage d'avenir. Elias retrouva une dignité dans son rôle. Il n'était plus un être rongé par la peur, mais un homme qui avait fait des erreurs et qui travaillait à les réparer. Sky, pour sa part, n'effaça pas la douleur, mais décida qu'elle ne serait pas sa seule définition. Elle reprit des études à mi-temps, commença à travailler dans le fond, et parla dans des forums sur la justice sociale et l'accès aux soins. Sa voix, qui autrefois cherchait des réponses dans des dossiers poussiéreux, devint une parole publique réfléchie. Il y eut des moments de colère. Il y eut des nuits où la respiration lui manquait. Il y eut des journées où l'image de Lennox revenait, froide, inerte. Mais il y eut aussi des rires fragiles, des repas partagés, des visites d'enfants aidés par le fond qui venaient remercier, maladroitement. Ces petits instants formaient ce qu'on nomme la reconstruction, lente, parfois bancale, mais réelle. La dernière image que Sky gardera toujours en mémoire n'était ni un tribunal, ni une conférence, ni un chèque. C'était une photo prise par un bénévole du fond. Un petit garçon assis sur un banc,
regardant l'horizon, un pansement sur la poitrine, une écharpe aux couleurs vives serrée autour du cou. Il tenait la main de sa mère. Sky reconnut la même attention inquiète dans les yeux de la femme que, autrefois, Elias avait montré pour elle. Cette image était le sens de sa lutte, qu'une main, qu'elle soit riche ou modeste, ne transforme pas la vie d'un enfant en une variable comptable. La vie continua. Dratek dut repenser sa communication. La fondation changea de direction. Des audits furent menés, des poursuites furent entamées. Lennox fit face aux conséquences. Elias et Sky apprirent à vivre avec la vérité, à porter la mémoire comme on porte un vêtement réparé, visible, mais sans honte. Un soir d'automne, alors que la brume embrassait le champ derrière la maison, Sky prit le cardigan rouge, le posa sur ses genoux, et sourit. Elle n'était plus la jeune fille abandonnée sur un sentier. Elle était une femme qui avait repris la narration de sa vie. Elle pensa aux choix qu'elle avait faits. Elle pensa aux personnes qu'elle avait rencontrées, aux témoins qui avaient osé parler, aux journalistes qui avaient cru, à l'infirmière qui avait conservé une note. Elle pensa aussi à l'argent, à sa puissance et à son usage. Elle regarda Elias qui posa une tasse chaude sur la table, et elle sut que la vérité, même tardive, avait rendu l'existence plus honnête. La montagne demeurait, comme toujours, indifférente et immobile. Mais la clairière avait changé. Elle n'était plus seulement un lieu de douleur, elle était devenue un endroit où l'on venait parfois déposer des fleurs, au nom de la mémoire et de l'espérance. Sky continua de travailler, de lutter pour d'autres, de vivre sa vie qui, malgré les cicatrices, portait une promesse, celle que le récit d'une personne peut parfois transformer une injustice en réparation. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en tirer force et réflexion.